messieurs, bonsoir. Bienvenue. Voici les principaux titres de ce journal. Ahmed Gaïd Salah souligne l'importance vitale de la 4e région militaire et le rôle majeur de ces unités implantées le long de la bande frontalière dans la sécurisation des frontières. Lancement depuis Alger de la première opération d'exportation de produits algériens vers la Mauritanie par voie terrestre. Le convoi de 24 camions transportant 400 tonnes de produits devrait arriver à Nouakchott dans 10 jours. Métro d'Alger, les travaux de l'extension Ain Nadja Barraqi avancent à un rythme soutenu. Et à Mostaganem, le dédoublement de 2 principaux axes routiers devrait désengorger la circulation. Ces projets sont accompagnés par l'aménagement de toute la façade maritime. Dans ce journal aussi, l'Oqsar de Mni'a, ce lieu gagnerait à être un lieu touristique de premier ordre, mais avant, il devrait subir une véritable réhabilitation. En prévision du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation prévu samedi 29 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a rappelé ce mercredi les conditions et modalités de présentation de recours. Le Conseil constitutionnel rappelle aux candidates et aux candidats à l'élection qu'ils ont le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel suivant les conditions découlant des règles de forme et de fond contenues dans le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi qu'à l'article 28 du décret exécutif du 21 novembre 2018 relatif à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation. Le Conseil constitutionnel invite en outre les candidats à consulter son site Internet, mais aussi appeler au numéro de téléphone qui s'affiche sur votre petit écran pour de plus amples informations. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, souligne au dernier jour de sa visite d'inspection au niveau de la 4e région militaire l'importance vitale de cette région et le rôle majeur de ces unités implantées le long de la bande frontalière dans la sécurisation du pays. Selm Kasser. À l'entame et à l'entrée du siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a observé, en compagnie du général-major Hassan Al-Laïmiya, commandant de la 4e région militaire, un moment de recueillement sur l'âme du shahid Shihani Bachir, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration de quelques structures administratives, à l'instar du nouveau siège du commandement de la région qui dispose de toutes les commodités pour un travail confortable. Le général de corps d'armée a en outre inauguré l'hôpital militaire régional universitaire de 140 lits devant réunir presque toutes les spécialités médicales et dont la réalisation s'inscrit dans le cadre de la politique de santé adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée a visité les divers services et annexes de l'hôpital et s'est enquis de près des équipements modernes mis à disposition. Après quoi, le général de corps d'armée a présidé une rencontre avec le commandement, les états-majors, les commandants d'unités et les responsables des services de sécurité, où il a suivi un exposé global sur la situation générale de la région, présenté par le commandant de la région pour prononcer ensuite une allocution d'orientation à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance vitale de cette région et sur le rôle majeur de ces unités implantées le long de la bande frontalière du secteur de compétences dans la sécurisation du pays contre toutes les menaces et tous les fléaux. إن الدور المنوط بكم كإطارات في هذه الناحية العسكرية Votre rôle en tant que cadre au niveau de cette région militaire frontalière et au niveau de toutes les régions militaires est un rôle intrinsèque sur plus d'un plan, car le cadre est le superviseur principal dans les limites de ses responsabilités. Il lui revient de veiller en permanence sur ses subordonnés dans tous les domaines du métier militaire. Ainsi, cela vous appelle, chacun dans son poste de responsabilité et dans la limite de ses compétences, à œuvrer à ce que votre travail soit soigné, cohérent et perfectionniste et à renforcer votre motivation
population, puisant sa force dans la bonne synergie des efforts et de la jonction des objectifs des actions. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'intérêt particulier qu'il accorde personnellement au rehaussement du corps de bataille des forces armées à des niveaux élevés et exceptionnels, à la hauteur des nobles missions assignées à l'armée nationale populaire. Le cadre représente l'exemple parfait pour l'ensemble de son entourage. Il doit être le modèle à suivre en termes de véritable patriotisme et de dévouement. Le cadre représente en effet le guide de ses subordonnés. Il les protège et les assiste et veille au rehaussement de leur morale, de leur rendement professionnel et à la promotion de leurs conditions de vie et leurs relations sociales. À ce titre, le rendement du militaire est très lié à son état d'esprit moral et comme vous le savez, le haut commandement de l'armée nationale populaire veille sans cesse avec l'aide d'Allah et à la lumière des orientations de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à réunir toutes les conditions propices et les moyens nécessaires permettant d'asseoir un climat adéquat pour une meilleure vie professionnelle prometteuse, et ce, au niveau de toutes les unités implantées sur l'ensemble du territoire national. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs.
On retourne au journal et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, le ministère de la Défense nationale nous apprend qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, lors d'une opération de ratissage menée près des frontières à Bourj Beji Mokhtar, une cache d'armes et de munitions. La cache contenait un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 15 missiles air-sol calibre 57 mm, 20 grenades, 20 détonateurs ainsi qu'une quantité de munitions. Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit 4 bombes de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de recherche à Ain Defla cette fois-ci. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à un narcotrafiquant en possession de 528 comprimés psychotropes, tandis que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tindouf et Tlemcen. Coopération, le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono entame aujourd'hui une visite officielle en Algérie dans le cadre des renforcements des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et le Japon. Lors de cette visite qui se poursuit jusqu'au 28 décembre, il aura des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel dans les différents volets de la coopération, notamment économique. Cette visite permettra également aux deux ministres de poursuivre les consultations politique et de procéder à un échange de vues et d'analyses sur des questions d'intérêt commun. Le salon de la production algérienne a pris fin ce 26 décembre et cela a coïncidé avec le lancement de la première opération d'exportation de produits algériens vers la Mauritanie par voie terrestre. C'est le ministre du Commerce qui a donné le coup d'envoi de cette cargaison composée de 24 camions. Saïd Djelleb a annoncé en outre qu'une opération d'envergure aura lieu bientôt portant exportation de matériaux de construction, cette fois-ci vers le Niger et à partir de la wilaya de Tamanrasset. Nakhla Al-Arbi. Il s'agit de la deuxième opération du genre qui marque un tournant décisif dans la nouvelle dynamique des exportations hors hydrocarbures. Le convoi de 24 camions chargés de produits agricoles, agroalimentaires, électroménagers et hygiéniques qui s'est ébranlé ce matin à partir de la SAFEX atteindra la capitale mauritanienne au bout de 10 jours. Le ministre du Commerce qui a donné le coup d'envoi de cette opération a souligné à ce propos qu'avant la fin de l'année, 150 autres camions chargés de matériaux de construction cette fois prendront la route via Tamanrasset en direction du Niger. C'est le fruit, voire le résultat des orientations de son Excellence le Président de la République. À cette occasion, nous nous adressons aux opérateurs économiques et à l'opinion publique et nous leur disons que nous avons concrètement entamé la phase de l'exportation et dans 15 jours suivra une autre opération en direction de Nouakchott puis une autre vers Dakar. Rappelant que toutes les procédures ont été suivies en vue de leur exportation, Saïd Djelleb a d'autre part souligné que les produits algériens répondent aux standards internationaux. Toute la marchandise qui quitte le territoire national dispose de tous les documents de conformité. D'autre part, nous sommes en plein pourparlers avec les hauts responsables mauritaniens en vue d'aboutir à un accord commercial préférentiel et ainsi revoir à la baisse les taxes douanières, ce qui serait d'autant plus avantageux pour les exportations algériennes. Le ministre du Commerce a en outre rappelé que son département ministériel a récemment mené une étude sur les stratégies nationales pour la diversification des exportations à l'horizon 2023, qui est actuellement dans sa phase finale. La dynamique d'exportation en Algérie est un fait grâce aux efforts conjugués et la coordination administrative entre plusieurs secteurs. L'année 2019 sera d'ailleurs l'année de la promotion des exportations hors hydrocarbures, notamment à travers l'élaboration d'une feuille de route pour la définition des grands axes de cette stratégie. De nombreuses entreprises algériennes se sont déjà lancées. Voici l'exemple de 2 entreprises ce soir. C'est un reportage de Amel Missaïd. 2019
2019 sera l'année des exportations hors hydrocarbures. C'est l'objectif de la nouvelle orientation de l'économie nationale. Une démarche dans laquelle se sont inscrites beaucoup de sociétés algériennes depuis 2 ans déjà pour la plupart. Le groupe JICA a commencé ses exportations. La première expédition a été réalisée en mois de mai 2018. Depuis le mois de mai à fin, disons au mois de décembre, nous avons réalisé au niveau du groupe JICA 270 000 tonnes d'exportation entre le clinker et le ciment. Vers la Gambie, pour le ciment c'est la Gambie, pour le clinker c'est la Mauritanie, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour les exportateurs, l'encouragement de l'État se concrétise par une série de mesures déjà opérationnelles. L'État algérien elle est en train de nous aider par rapport aux frais de transport. Ce qui est vraiment encourageant, ça nous permettra de faire des efforts et d'y aller de l'avant et ça nous encourage. Il y a quand même un fonds, le fonds pour les exportations qui rembourse certains frais liés au transport maritime ou bien au transport terrestre. Pour les opérateurs économiques, les exportations peuvent atteindre des niveaux plus importants pour peu que certaines contraintes soient levées. On souhaite bien qu'il y aura des filières algériennes, notamment ça nous rassure notre paiement. N'importe quel client, s'il dépose son argent dans une banque qui appartient ou qui est filiale à l'Algérie, ça nous rassure le paiement. Or qu'une autre banque, c'est vraiment difficile, il faut toujours trouver des terrains d'entente et toujours des liaisons. Et tout ça, ça a un coût aussi. Il n'y a pas assez de ports pour pouvoir exporter des volumes très grands. C'est-à-dire, par exemple, nous avons une cimenterie à Chlef qui va passer à 4 millions de tonnes. Il faudrait qu'on trouve des débouchés à l'ouest, un port à l'ouest qui puisse prendre des volumes importants. Là, mais à l'ouest, les ports ne sont pas encore adaptés pour les exportations de gros volumes. Les exportateurs souhaitent aussi une meilleure négociation des taxes douanières appliquées sur les produits algériens qui atteignent parfois les 50%. L'industrie agroalimentaire représente en effet l'une des filières les plus importantes pour les exportations hors hydrocarbures. Pourtant, en raison des dates de péremption rapprochées, des solutions logistiques doivent être trouvées pour pouvoir exporter. Sohila Harariya, Abdelhalim Yaïch. Les industries agroalimentaires font partie des plus importantes industries de transformation en Algérie. Elles ont en effet connu ces dernières années une évolution remarquable. Les productions sont de qualité et aux normes internationales, ce qui leur a permis de conquérir des marchés à l'étranger. Cela fait environ 2 ans que nous avons commencé l'exportation. Nous avons participé à des expositions dans les pays du Sahel et au Qatar. Aujourd'hui, durant cette exposition, beaucoup de commerçants sont venus et nous allons travailler avec eux. L'avenir s'annonce plutôt bien. Nous avons signé un accord avec des partenaires en Mauritanie et nous sommes en voie d'acheminer les premières marchandises. L'industrie alimentaire étant basée sur la transformation de produits agricoles, les dates de péremption imposent la mise en place d'une logistique efficace, en particulier pour une opération d'export. Notre problème, c'est que notre produit ne peut pas être conservé très longtemps. Nous avons des contraintes logistiques où la plupart des entreprises qui souhaitent exporter doivent tenir compte du facteur temps. Pour résoudre les contraintes liées au transport de marchandises, les pouvoirs publics s'emploient à mettre en place une stratégie globale afin d'encourager les exportations hors hydrocarbures. Le métro d'Alger assure actuellement le transport de 200 000 voyageurs par jour. Ce mode de transport urbain est très apprécié. Plusieurs extensions viendront bientôt étoffer le tracé du métro d'Alger à l'image de celle qui reliera Ain Nadja à Barraqi. Les travaux de réalisation avancent avec une bonne cadence. Camélia Mellel. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs des transports en commun dans la capitale. Les travaux de réalisation de l'extension reliant Ain Nadja et Barraqi, comprend 4 stations sur une distance de 7 km, avancent à un rythme correct. Par ailleurs, l'entreprise nationale Cosider est en charge de la réalisation des grands ouvrages, favorisant ainsi les compétences algériennes. Nous réalisons donc tout le génie civil dans les normes internationales. Cette station sera achevée. Le génie civil sera réalisé d'ici avril, ou mars-avril, elle sera réalisée, mis donc pour terminer les travaux de finition
à partir du mois d'avril, Inch'Allah. Une enveloppe financière de plus d'1 milliard de dinars a été débloquée pour les 4 stations entre Ain Nadja et Barraqi, mais aussi de grands moyens ont été déployés en raison de la complexité et la fragilité du sol. Au niveau des creusements des tunnels, on a rencontré une géologie qui présente beaucoup de difficultés. À partir de là, on a utilisé une nouvelle technique qui se pratique de par le monde, qui est la technique de la voûte parapluie. C'est un soutènement qui nous permet de progresser sans danger pour les habitations en surface. Cette extension de ligne de métro facilitera davantage le déplacement des citoyens et réduira les embouteillages au niveau de plusieurs communes d'Alger. Le dédoublement de 2 principaux axes routiers devrait aussi décongestionner la circulation à Mostaganem, mais aussi sa banlieue. Ces projets sont accompagnés par l'aménagement de toute la façade maritime. Karim Haïfa. Un linéaire de 2,5 km entre les quartiers des Sablettes et de Salamandre où les travaux battent leur plein depuis la fin de l'été pour dédoubler cet important axe routier qui dessert les principales plages de la ville. مستغانم في الصيف تولي يا دو موند والطريق هذه لابد تكون منفعه للبلاد حنا كي تكون حاجه زياده بوغ لا ولايه سي فورميدابل هكا راهي كيما تعشى نقصوا بزاف ديجا هنايا كانوا Ici, il y avait beaucoup d'accidents de la circulation avec 2 à 3 morts par jour. ما يموتوا 2 3 انا جا طالع هابط انا دائما في الطريق هذه. Je passe toujours par cette route, franchement, là ça a beaucoup changé et c'est tant mieux. À côté de ce projet, il y a l'aménagement de la façade maritime qui jouxte cette route sur 2,5 km, avec la pose de luminaires, la réfection des trottoirs et la création d'espaces verts et de détente. Le projet a coûté 282 millions de dinars. Autre axe routier tout aussi vital pour Mostaganem, cette route reliant Sidi Mejdoub à Debdeb à l'est de la ville où les travaux de dédoublement de la chaussée sont en phase d'achèvement. Cet axe routier qui relie Sidi Mejdoub à la rocade de Mostaganem sur 2,4 km a coûté à la bagatelle de 680 millions de dinars avec des travaux qui doivent durer une dizaine de mois. Les 2 projets devraient à terme fluidifier la circulation entre Mostaganem et sa proche banlieue avec un accès rapide vers les sites touristiques et balnéaires les plus importants de la ville. Environ 1600 foyers ont été raccordés au réseau de gaz de ville à Aouqas, une opération qui sera suivie par plusieurs autres très prochainement au niveau de toute la wilaya de Béjaïa. Amélie Seridir. Après plusieurs années d'attente, plusieurs villages de la daïra d'Aouqas à Béjaïa ont été raccordés au réseau de gaz naturel. Les familles qui ont tant souffert pour s'approvisionner en bonbonnes de gaz ont favorablement accueilli cette opération. Je tiens à remercier les autorités. C'est une grande joie. Nous étions obligés de parcourir des kilomètres pour amener une bonbonne de gaz. Ça fait longtemps. Ça fait depuis 2004. On attendait ce jour depuis très longtemps. Les travaux ont été lancés en 2004 et depuis, on n'a rien vu. Les gaz, ça y est, 870 foyers ont été raccordés au gaz de ville. Aujourd'hui, au niveau de cette commune, les travaux sont en cours pour couvrir les autres communes. D'autres opérations de raccordement au réseau de gaz naturel se poursuivront très prochainement à Béjaïa pour atteindre un taux de plus de 60%. En attendant de nouveaux raccordements pour couvrir toute la wilaya. Environ 1600 foyers ont été raccordés aujourd'hui au gaz naturel. Il faut juste rappeler que ce projet a été gelé pendant 4 ans et nous l'avons relancé, ce qui permettra de raccorder un grand nombre de foyers au gaz naturel ici à Béjaïa. Les travaux de raccordement au réseau de gaz naturel au niveau de différentes communes de Béjaïa avancent à bon rythme. D'autres opérations se poursuivront au fur et à mesure.
La lutte antiterroriste, je vous parlais tout à l'heure de la cache d'armes et de munitions découverte par un détachement de l'ANP après une opération de ratissage au niveau de la bande frontalière à Borj Bedji Mokhtar. Nous avons donc les images. La cache contenait un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 15 missiles air-sol calibre 57 mm, 20 grenades, 20 détonateurs ainsi qu'une quantité de munitions. On va parler d'un patrimoine en déclin, un patrimoine qui risque de disparaître si rien n'est fait pour le sauver. Il s'agit de la forteresse d'El Mnia, un qsar classé pourtant patrimoine national en 1995. Ce lieu gagnerait en effet à être un lieu touristique de premier ordre. C'est un qsar à l'architecture typique de la région. Il fut un carrefour sur la route des commerçants et des pèlerins. Le reportage est signé Souad Rakhroukh. Édifié sur le site de l'ancien Taoulirt, le vieux qsar d'El Mnia puise ses spécificités patrimoniales de sa position géographique. Il se dresse au sommet d'un rocher, dominant ainsi toute l'oasis, de même que les accès menant aux régions limitrophes. Le qsar est entouré d'une muraille bâtie en grosses pierres. Les ruelles sont bordées de magasins dans lesquels les qsouriens gardaient leur approvisionnement. Vous voyez, c'est dans ce vieux qsar, les sites qui restent encore, c'est cette mosquée-là et le puits qui a une profondeur de entre 80 et 100 mètres. Le puits qui ravitaillait tout le vieux qsar, les habitants et leurs animaux aussi, en eau potable, bien sûr. Les gens du vieux qsar autrefois, ils faisaient donc le dock avec les caravanes qui venaient du nord et les caravanes qui venaient du Soudan. Le Soudan, autrefois, englobait les pays comme le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal. La vie, elle était prospère. Ils avaient vraiment une vie d'autosuffisance. C'est pour ça que les autres tribus, toujours, ce vieux qsar a été à la convoitise. Les récits rapportent que Mbarka Bent El Khas, une femme berbère de la tribu des Zénètes, aurait gouverné la citadelle, une princesse célèbre pour sa grande sagesse et sa bonne gouvernance. Malheureusement, le site qui demeure parmi les plus importants témoins de l'identité de l'oasis se dégrade. Notre association s'emploie sans cesse à réhabiliter ce site ancien tout en sauvegardant ses spécificités architecturales. Nous œuvrons également à la réhabilitation de la prestigieuse mosquée, ainsi que l'ensemble des mausolées de la ville représentant les 4 saints patrons de cette cité médiévale. La préservation de ce riche patrimoine architectural nécessite sa restauration à l'identique pour une conservation optimale des sites épousant le milieu saharien. Du sud au nord, pour une échappée en montagne à une centaine de kilomètres de la capitale. Au cœur du Djurdjura, Tiqjda reste belle en toute saison. Si la neige la rend irrésistible, son absence la dévoile tout aussi belle, verte et fraîche. Tout pour plaire aux amoureux de la nature. Yasmine Chouir. Que vous arriviez de Bouira ou de Tizi Ouzou, il vous faudra traverser ce massif montagneux pour atteindre et profiter des 18 550 hectares de l'écosystème botanique, faunistique et climatique du grand parc naturel du Djurdjura. Située au nord du pays, cette réserve, ses vastes forêts, ses gorges et ses gouffres sont un vrai vivier pour une biosphère très riche et diversifiée. Le parc du Djurdjura a été classé en 1983. Il a été aussi classé comme réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO en 1997. Il y a ici 1100 différents types de plantes, dont 35 espèces endémiques, c'est-à-dire qui ne poussent qu'ici, dans la région du Djurdjura. En plus, 110 espèces sont répertoriées comme plantes médicinales. Concernant la diversité de la faune, le parc abrite des espèces protégées telles que le singe magot ou encore des espèces d'oiseaux telles que l'aigle royal. La mission dévolue au parc national se répartit en plusieurs actions, à savoir la préservation de la faune et de la flore et de leurs biotopes, la conservation des sites archéologiques et le développement des activités de recherche scientifique. Concernant les animaux empaillés ici, ce sont des animaux récupérés après leur décès.
C'est fait pour pouvoir montrer aux visiteurs de la région de Tijdar toute la richesse de la faune et de la flore qu'abrite le parc du Djurdjura. Notre but ici, à travers la protection de ce site, est de laisser cette richesse comme héritage pour les générations futures. Reconnu comme site touristique d'intérêt national, pour le ski, la randonnée, la spéléologie ou la découverte, le Djurdjura s'inscrit comme un des territoires d'exception où l'évasion est possible. Ce massif est un lieu de prédilection pour les amoureux de la nature ou tout simplement pour ceux qui veulent fuir la pression de la ville, le temps d'une aventure. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Ahmed Gaït Salah souligne l'importance vitale de la 4e région militaire et le rôle majeur de ces unités implantées le long de la bande frontalière dans la sécurisation du pays. Lancement depuis Alger d'une opération d'exportation de produits algériens vers la Mauritanie par voie terrestre. Le convoi de 24 camions transportant 400 tonnes de produits devrait arriver à Nouakchott dans 10 jours. Métro d'Alger, les travaux de l'extension Ain Nadja Barraqi avancent à un rythme soutenu et à Mostaganem, le dédoublement de 2 principaux axes routiers devrait désengorger la circulation. Ces projets sont accompagnés par l'aménagement de toute la façade maritime. L'Oqsar de Mni'a, ce site gagnerait à être un lieu touristique de premier ordre, mais avant, il devrait subir une véritable réhabilitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les sites s'affichent au bas de votre écran pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Très bonne soirée, merci.